Quand on parle de valoriser un site, on parle de faire vivre le site, en fait, de le mettre en avant. Il y a différentes façons de faire vivre le site pour faire connaître des espèces, les sites, des milieux aux populations. Et pourquoi c'est important de faire connaître ces sites et pourquoi c'est important de ne pas garder ces sites secrets? C'est important de ne pas les garder secrets parce qu'on protège mieux ce que l'on connaît. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ignore. Donc les mettre en avant et faire connaître les menaces qui pèsent, les enjeux qu'il y a sur certaines espèces, sur certains milieux, c'est important pour pouvoir les protéger après. Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire présente Conversation avec la nature, le podcast où chaque mètre carré compte et chaque parole porte. Aujourd'hui, épisode 4, Valoriser, avec Audrey, animatrice nature pour l'antenne du Loiret. Un podcast présenté par Isabelle. Bonjour à toutes et tous et ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Conversation avec la nature. On est reparti pour un petit moment ensemble à parler biodiversité, nature, sites naturels et surtout balade nature. Alors dans les épisodes précédents, on a parlé de la connaissance, de la protection, de la gestion. Aujourd'hui, on va parler de transmission, de liens, place à la valorisation. Et pour nous parler de ça, on accueille Audrey. Salut Audrey. Salut. Merci de nous rejoindre. Donc Audrey, tu es animatrice nature. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ton poste, qu'est-ce que tu fais, depuis quand tu es au conservatoire? Alors, je suis arrivée au conservatoire en 2023. Mon boulot, c'est faire connaître et sensibiliser grands et petits à la découverte et aux enjeux autour de l'environnement et des espèces et des sites gérés par le conservatoire. Donc ça passe par des sorties grand public avec des balades découvertes, des projets pédagogiques, des chantiers bénévoles, la création aussi d'articles et tout un aspect communication aussi autour des sites. Parce qu'après tout, on protège mieux ce que l'on connaît. Exactement. Et donc quand on dit valoriser un site, en fait de quoi on parle exactement? Quand on parle de valoriser un site, on parle de faire vivre le site, en fait, de le mettre en avant. Il y a différentes façons de faire vivre le site, que ce soit localement avec la création de sentiers pédagogiques, avec des panneaux, ou juste des communications dans des articles, par exemple des bilans communaux ou des articles de presse, pour faire connaître des espèces, les sites, des milieux aux populations. Et pourquoi c'est important de faire connaître ces sites et pourquoi c'est important de ne pas garder ces sites secrets? C'est important de ne pas les garder secrets parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on protège mieux ce que l'on connaît. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ignore. Donc les mettre en avant et faire connaître les menaces qui pèsent, les enjeux qu'il y a sur certaines espèces, sur certains milieux, c'est important pour pouvoir les protéger après. Et donc, sur nos sites, on accueille du public. Tu accueilles des jeunes et des moins jeunes pour leur présenter les sites. Comment on fait pour accueillir, mais sans abîmer le milieu? Parce que justement, ce sont des milieux qui sont protégés. Donc, comment est-ce qu'on gère accueil du public et protection? Alors, les sites qui accueillent du public, en général, dès l'entrée du site, on a des panneaux d'information qui rappellent les consignes à respecter parce qu'on est sur des espaces naturels préservés, comme tu dis. Que ce soit par exemple ne pas sortir des sentiers, ne pas faire de feu de camp, ne pas laisser ses ordures, ne pas cueillir certaines espèces par exemple. Et la création aussi après de sentiers pédagogiques, donc avec des panneaux d'information aussi tout du long par exemple, ou du moins en tout cas pour éviter les gens de piétiner certaines zones et de préserver d'autres zones aussi. Et on ne risque pas de trop montrer et de trop accueillir sur certains sites qui sont vraiment sensibles? Alors je ne pense pas non, puisque on fait une communication assez locale. On ne cherche pas un tourisme de masse, on cherche à sensibiliser les acteurs locaux et donc surtout les habitants autour des sites. Et il y a certains sites qui sont fermés au public, donc certains sont en accès libre, j'imagine. Mais est-ce que d'autres sont entièrement fermés? Alors oui, exactement. Donc on a des sites complètement ouverts qui sont visitables n'importe quand, à n'importe quelle heure par tout le monde.
et d'autres qui vont être inaccessibles. Ça, on le précise bien en général en amont, par exemple avec des panneaux ou alors sur notre site internet, qui vont être soit trop sensibles à la fréquentation, que ce soit au piétinement ou au dérangement de la faune, ou alors encore, ça peut être des sites qui peuvent être dangereux pour le public s'il est visité en accès libre comme ça. Par exemple, des sites avec des cavités ou des sites avec des affleurements rocheux, avec des falaises. Ce genre de sites-là ne peuvent pas être visitables forcément, sauf si bien sûr il y a un sentier bien défini. Mais en général, ces sites-là vont être fermés au public et visitables uniquement lors de certaines balades guidées avec un animateur. Et donc justement, les balades guidées avec un animateur, donc là c'est ton sujet. Donc tu accompagnes des groupes sur les sites. Est-ce que tu peux nous raconter une animation ou une balade qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que tu as un exemple en tête? J'ai plusieurs exemples en tête, mais j'ai notamment une sortie amphibien dans le cadre de l'opération Fréquence Grenouille. C'était une soirée crépusculaire, donc à la tombée de la nuit. Avec le petit groupe, on était sur le site des Mares de Villenouan, donc, qui est un site sur la commune de Laye-en-Val. Dans le Loiret? Dans le Loiret, avec plusieurs mares. On a cherché pendant plusieurs minutes les amphibiens qu'on pouvait trouver. Il n'y a que la petite grenouille verte qui a bien voulu se laisser voir. Donc bon, on a continué de chercher. Et puis un peu plus tard, alors que le soleil s'était couché, on s'est approchés tous autour d'une mare avec nos petites lampes torches. On a coupé les lumières. Et là, une fois qu'on a arrêté de bouger, il y a tous les crapauds calamites qui se sont mis à chanter. Donc on était au milieu d'un concert de crapauds calamites, entre les étoiles et puis les crapauds qui chantaient, c'était presque assourdissant. C'est un petit aspect magique. En fait, c'est vrai, quand on va en balade nature, finalement, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. C'est ça. C'est un peu... C'est la surprise. C'est la surprise et c'est la nature qui décide. Oui. Ouais. Et pour rappel, donc l'opération Fréquence Grenouille, c'est une opération qui est portée par le réseau des conservatoires et qui vise à faire découvrir les zones humides. Et c'est une opération qui a lieu mars, avril, mai, voilà, sur la plupart des sites du conservatoire, mais surtout vraiment les zones humides et donc à la découverte des amphibiens. Par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne sortie nature ? Pour moi, une bonne sortie nature, c'est quand tout le monde arrive à apprendre quelque chose, à repartir avec quelque chose de nouveau. Que ce soit une expérience ou une connaissance, d'avoir vu une nouvelle espèce ou d'avoir découvert ou savoir reconnaître un criquet d'une sauterelle tout simplement à la fin de la sortie. Que chacun reparte avec quelque chose de nouveau. Et comment on gère aussi le fait de transmettre les informations sur la protection, etc., sans pour autant faire la leçon de morale ? Ça dépend du public, je dirais, et de la situation. Avec les jeunes enfants, ça va être peut-être un peu plus simple. Je pense qu'il faut passer par montrer les choses, leur faire l'expérience eux-mêmes face à la nature, face à des espèces, leur apprendre plein de choses. Et avec des publics peut-être un peu plus âgés, jouer sur la corde un petit peu sentimentale par rapport à l'historique de certains sites. On a des habitants qui viennent sur les sorties, qui ont grandi sur les sites naturels bien avant que le conservatoire ne gère ces sites. Donc ils connaissaient le site bien avant le conservatoire et même mieux que nous. Donc jouer sur ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le site dans leur enfance par exemple, et leur montrer tout ce qu'il y a sur le site et la sensibilité des milieux et des espèces. C'est beaucoup plus enrichissant de passer par là. Ça peut être intéressant de voir justement à travers ces personnes-là qui ont l'expérience de ces sites, de savoir comment ça a évolué en fait en plusieurs années. Ah ben c'est toujours très enrichissant. Moi, je dis toujours que dans les animations, tout le monde apprend quelque chose et moi comprise. À chaque fois, j'apprends toujours aussi quelque chose de nouveau. Quels sont les types de publics que tu accueilles le plus souvent sur tes animations ? C'est plus les jeunes, c'est plus les adultes ? Ça varie, c'est plutôt des adultes quand même.
Ça dépend de la thématique de l'animation. Des fois, des animations, par exemple, observation de petites bêtes, d'oiseaux, ou même des ateliers un petit peu plus manuels. Je vais avoir un public peut-être un petit peu plus jeune avec des enfants, alors que d'autres thématiques peut-être un petit peu plus compliquées, par exemple développement de la forêt alluviale ou un groupe d'espèces en particulier, je vais toucher plus de personnes âgées ou de personnes plus ou moins naturalistes lors de ces sorties-là. Mais donc j'ai beaucoup de retraités, parce que quand on est retraité, on a plus de temps pour se pencher sur ses passions, que ce soit la photo ou l'observation d'oiseaux ou des croquis, ce genre de choses. Et parfois des jeunes parents aussi, du coup, et des enfants. Et donc il y en a pour tous les goûts au final. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un âge pour commencer à apprendre et à découvrir la nature? Alors non, je ne pense pas qu'il y ait d'âge à partir duquel on peut commencer à apprendre, découvrir la nature. C'est seulement l'approche qui va être différente en fonction de l'âge. Avec les plus petits, dès le plus jeune âge, on peut commencer à les sensibiliser surtout avec les sens, que ce soit les couleurs, le toucher. Et les enfants sont plus sensibles, tu trouves, à ces questions d'environnement que les adultes? Alors, ça dépend, mais les enfants, c'est comme des pages blanches, ils se construisent, alors ils découvrent toujours de nouvelles choses. Et souvent, la sensibilisation passe par les enfants, pour après toucher les parents. Donc tu construis des projets en lien avec les écoles dans le cadre de tes missions pour l'éducation à l'environnement. Comment est-ce qu'on construit un projet pédagogique? Alors pour construire le projet pédagogique, soit c'est les enseignants des écoles qui me contactent, soit c'est moi qui contacte certaines écoles, plutôt des écoles proches de nos sites en gestion, tout simplement pour une question de facilité pour aller sur le site après avec les scolaires. Donc je les contacte en amont et on construit ensemble en fonction de s'ils ont une thématique sur l'année scolaire, s'ils ont des envies, en fonction aussi du site naturel en question, ce qu'on va pouvoir aborder. Par exemple, s'il y a des mares, aborder toute la vie autour de la mare et des amphibiens. Si c'est des pelouses, est-ce que ce sera plus la végétation et les petites bêtes, en fonction du niveau de la classe. Si c'est des maternelles ou si c'est des collégiens. Oui, parce que j'imagine qu'une animation n'est pas la même en fonction de l'âge. Et si tu t'adresses à des maternelles, ça va être différent de si tu t'adresses à des lycéens, par exemple. Voilà, c'est ça. Les attentes ne vont pas être forcément les mêmes. Les maternelles, on va vraiment jouer plutôt sur le jeu et puis sur le sensoriel. Alors qu'avec les plus grands, surtout les lycéens par exemple ou les collégiens, ce qu'aiment bien en général les enseignants, c'est avoir un petit peu de scientifique et donc faire des dessins d'observation par exemple, des comptes rendus, faire des mesures, ce genre de choses. Oui, parce que ça rentre complètement dans leur programme scolaire, en fait. Exactement. Oui. Et tu as une affinité particulière avec un âge par rapport aux élèves, Alors, plutôt les petits? Non, j'ai pas d'affinité parce qu'on fait pas du tout les mêmes choses en fonction des groupes. Et je trouve que faire un petit peu de tout est très enrichissant. Et comment tu réussis à les capter? Justement, les plus jeunes, enfin, tu nous as dit un petit peu que c'était par le jeu, mais alors, il y a les plus jeunes, mais il y a aussi les adolescents qui peuvent être aussi peut-être un peu plus complexes à capter. Comment tu réussis à capter? Alors ouais, les plus jeunes, ça va être par la mise en action, je dirais. C'est dès qu'il y a quelque chose à faire, il faut les mettre en avant, les faire participer activement à l'animation. Ça vaut aussi pour les adolescents, les mettre en avant, les faire participer. La valorisation, ça passe aussi par l'accueil hors site finalement du public, et je pense notamment à la tenue de stands ou à l'occasion de festivals, etc., où tu es amené à rencontrer du public. Donc ça, ce sont d'autres occasions de parler de la nature et de sensibiliser. Alors oui, donc on a parlé des balades nature, on a parlé des projets pédagogiques avec les enseignants, mais il y a aussi cet aspect-là des stands sur des événements, que ce soit des bourses touristiques, des salons du livre, Printemps de Bourges, ou d'autres salons ou événements culturels, où on peut être présent. C'est tout aussi intéressant, on va capter des publics complètement différents,
pas forcément qui connaissent les sites ou l'environnement. Et on va pouvoir les sensibiliser eux aussi à différentes choses. Et c'est l'occasion aussi, et on en parlera dans un prochain épisode, de les faire adhérer à l'association finalement. Oui. Et à quel moment on se dit, on a réussi à transmettre quelque chose à cette personne qui est venue en animation ? Je dirais quand, par exemple, à la fin d'une animation, d'une sortie, quelqu'un qui venait peut-être avec des questions, avec des a priori, voire peut-être même des craintes ou des peurs sur quelque chose, repart en ayant moins ses peurs, moins ses a priori, voire beaucoup de curiosité aussi pour ce que la personne a découvert. Et là, je me dis, la graine est plantée. Maintenant, les personnes sont sensibilisées et comprennent et vont pouvoir agir à leur niveau à la sensibilisation et à la protection de l'environnement. Un grand merci, Audrey. Merci à toi. D'avoir participé à notre podcast et puis de t'être pliée à ce jeu de questions-réponses qui n'est pas toujours facile. On ne peut que recommander tes animations, tes sorties nature. Vous avez toutes les informations donc, sur le site internet www.cen-centrevaldeloire.org à la rubrique les rendez-vous nature. Et n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner. Et justement, alors quand on parle d'accompagnement, on va parler dans le prochain épisode d'une autre mission du conservatoire qui est l'accompagnement, mais non pas du grand public cette fois, mais des politiques biodiversité, des politiques et des institutions. Voilà, c'est une autre mission du conservatoire qu'on développera dans le prochain épisode. Donc d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre, à nous envoyer vos questions si vous en avez. Et puis, on vous souhaite de belles découvertes nature et on vous dit à la prochaine. Cet épisode a été réalisé avec Isabelle Richardot à l'animation et notre invitée Audrey Duro. Aux images, au montage, à l'habillage et à la voix, Anaïs Marot. Photographie par Stéphane Le Breton. Musique Nature Calls de folk acoustique, disponible sur Pixabay. Ambiance sonore enregistrée par Serge Grasset dans le cadre du projet Sonosilva. Pour en savoir plus sur Fréquence Grenouille, rendez-vous sur www.réseau-cen.org. Retrouvez également toutes nos actions sur www.cen-centrevaldeloire.org. Un grand merci à l'ensemble de nos collègues du Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val de Loire. À bientôt!